Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro d'un temps d'avance, je vous emmène dans l'Aisne et plus exactement dans la ville de Guise afin de vous faire découvrir un lieu unique en son genre. Né de la pensée géniale et novatrice de Jean-Baptiste André Gaudin, le Familistère de Guise est en effet le fruit d'une expérience sociale où l'homme et son bien-être sont placés au cœur du fonctionnement de cette institution. Mais cet endroit est aussi un haut lieu industriel des 19e et 20e siècles qui a donné naissance à une culture ouvrière singulière. La diversité des bâtiments mis au service des employés de l'usine Gaudin et de leurs familles atteste de l'esprit à la fois productif, récréatif et émancipateur voulu par le maître des lieux. Si les poêles Gaudin sont aujourd'hui mondialement connus, ils font leur grande apparition lors de la révolution industrielle de la fin du 19e siècle sous l'impulsion de Jean-Baptiste André Gaudin. Cette époque charnière de l'histoire de l'Europe transforme en profondeur le paysage du vieux continent qui se couvre alors d'usines. Les progrès techniques permettent le développement de l'industrie et bouleversent les modes de vie. La production croissante réclame une main-d'œuvre toujours plus conséquente et apte à travailler. C'est l'apparition de la classe ouvrière. Toutefois, ces conditions de travail sont particulièrement difficiles et les salaires ne sont pas à la hauteur des efforts fournis par les employés. Gaudin a alors à cœur de faire évoluer la situation. Cet attachement particulier qu'il a pour la condition ouvrière lui vient de sa jeunesse. Il est originaire d'une famille modeste d'artisans serruriers de l'Aisne et se forme grâce à un tour de France qui consiste à réaliser un apprentissage industriel dans différentes villes du pays. Ces années de formation, bien que décevantes pour Gaudin qui aspire à une carrière intellectuelle, provoquent un véritable bouleversement dans sa vie. Il est sincèrement marqué par la misère qui touche le monde ouvrier et saisit la différence frappante entre la pauvreté du prolétariat et le triomphe de la bourgeoisie issue de l'industrie et du capitalisme. Il dit à cet effet « Si un jour je m'élève au-dessus de la condition de l'ouvrier, je chercherai les moyens de relever le travail de son abaissement. » Dans cette phrase tient toute la pensée et la philosophie de Gaudin qui sont, on peut le voir, bien en avance sur son temps. Une part prépondérante de la personnalité singulière de Gaudin est son engagement et sa détermination. Il soutient notamment les théories de Charles Fourier, philosophe souhaitant accroître le bien-être humain et abolir les hiérarchies sociales par la création d'un ensemble architectural appelé phalanstère. En un mot, le phalanstère est un ensemble communautaire dans lequel les membres sont actionnaires et copropriétaires. Ainsi, Victor Considérant, disciple de Fourier, projette de créer une communauté socialiste agricole appelée la Réunion à Dallas aux États-Unis. Gaudin participe à l'effort financier, rendant alors le projet possible. 300 disciples nommés colons partent pour réaliser ce projet que l'on connaît sous le nom de l'aventure du Texas. On leur promet une redistribution des profits et un minimum garanti de nourriture, des vêtements et un logement. Ils doivent en contrepartie cultiver la terre pensée fertile et participer à la bonne tenue du phalanstère. Cependant, très vite, les difficultés s'accumulent et le projet échoue. Cet échec cuisant, dans lequel Gaudin a investi et perdu un tiers de sa fortune, le conforte dans la réalisation de son propre projet, le Familistère, qu'il voit comme un phalanstère passé au crible de la réalité. Cet ensemble architectural constitue l'œuvre d'une vie. Pour bien comprendre les différentes étapes de la réalisation du Familistère, nous devons pour cela nous plonger dans la vie affective de Jean-Baptiste André Gaudin. En juin 1840, il se marie avec Émilie Lemaire, ce qui lui permet d'hériter d'une dot de 4 000 francs, soit environ 15 000 euros. Grâce à cette somme, il achète une maison et construit un atelier de serrurerie. Gaudin est un personnage singulier et envisage son mariage comme une formalité et non comme le fruit d'un attachement sincère. Il ne s'entend d'ailleurs pas très bien avec sa femme qui ne nourrit pas les mêmes ambitions que lui. Après l'échec du Texas, Gaudin passe le plus clair de son temps à travailler sur l'édification du Familistère et délaisse son épouse et le fils qu'il a eu avec elle. Rien n'est plus important pour Gaudin que son travail, et son esprit créatif et ingénieux lui permet de rendre concrètes plusieurs de ses idées. Celle qui marque le début de son aventure est l'invention du poêle en fonte de fer, plus résistante et calorifique que la tôle de fer, jusqu'ici majoritairement utilisée.
Devant le succès fulgurant de sa production, il transfère son entreprise à Guise et y construit la fonderie Gaudin-Lemaire, capable d'expédier entre 80 et 100 appareils de chauffage par jour en 1850 et dont le nombre d'ouvriers ne cesse d'augmenter. Gaudin choisit la ville de Guise car elle est proche d'Équéhéry, son village natal, mais surtout pour le vivier en main-d'œuvre présent dans cette région de l'Aisne et pour la proximité avec les axes de communication comme la voie fluviale qui permettent l'exportation des produits. Toutefois, Gaudin pense que la réussite industrielle n'est pas une finalité, mais le moyen du progrès social. En 1857, il achète donc à Guise un vaste terrain situé en face de son usine pour créer son palais social. Il se fait l'architecte d'un ensemble comprenant 3 grandes unités d'habitation édifiées chacune autour d'une vaste cour intérieure couverte, des jardins et des magasins d'approvisionnement appelés économas. Au printemps 1861, le Familistère compte 350 résidents volontaires. 10 ans plus tard, le nombre de locataires a quasiment triplé. Le succès est réel. Le Familistère se compose de plusieurs espaces car l'ambition de Gaudin est de fournir aux ouvriers de son usine ce qu'il appelle les équivalents de la richesse, c'est-à-dire des avantages auxquels ils ne pourraient pas prétendre individuellement, faute de moyens. Pour mieux comprendre la façon dont est organisé et fonctionne le Familistère, mettons-nous dans la peau de ses habitants. Prenons pour exemple un ouvrier de l'Aisne qui y loge avec sa femme et ses enfants. Les enfants peuvent pleinement s'épanouir au Familistère car ils représentent le cœur du projet de Gaudin. Ils ne sont pas considérés comme de la main-d'œuvre et bénéficient de ce fait d'une riche éducation. Les plus petits sont gardés à la nourricerie ou au pouponat selon leur âge. Ces lieux dédiés à la garde des enfants sont ouverts de 6h à 19h30 et peuvent être apparentés aux ancêtres de notre crèche actuelle. Arrivés à l'âge de 4 ans, les enfants vont à l'école. Celle-ci est perçue comme étant le plus important des équivalents de la richesse car elle permet l'émancipation des classes ouvrières. Elle est pour cela obligatoire, gratuite, mixte et laïque. Les méthodes d'enseignement utilisées sont avant-gardistes. Apprentissage par l'expérience et le jeu, au détriment de la théorie et d'une acquisition passive des savoirs. À 14 ans, les élèves peuvent, selon leur niveau, soit entrer dans la vie active, soit poursuivre leurs études. Outre l'enseignement prodigué, les enfants reçoivent également des cours de musique, véritable luxe pour l'époque, et donnent même des spectacles. À l'usine, Gaudin veille à ce que l'ouvrier travaille dans de bonnes conditions. Ce dernier bénéficie de postes durant lesquels il peut se rendre au jardin d'agrément afin de changer d'air et de cadre. Sa journée terminée, il se rend à la piscine. Gaudin accorde en effet une grande importance à l'hygiène et fait en sorte que ses employés puissent se décrasser. L'eau est chauffée grâce à un système ingénieux de récupération des eaux chaudes provenant de l'usine. Le bassin mesure 50 mètres carrés et est pourvu d'un fond mobile afin de s'adapter au public qui s'y rend. En effet, lors du passage des enfants le matin, le fond était élevé et devenait de plus en plus profond au fur et à mesure de la journée pour pouvoir accueillir en dernier les ouvriers de l'usine qui étaient bien plus grands et bien plus sales que les autres. La piscine occupe également sa fonction initiale car des cours de natation y sont donnés afin que les enfants et les adultes apprennent à nager et ne soient alors plus inquiétés par les crues de l'Oise juste à côté. Au Familistère, la femme peut travailler à la buanderie par exemple. Avec le lavoir, ce sont des espaces joyeux, féminins et vivants. Le linge y sèche à l'air libre sur des cordes. Même si le Familistère dispose de l'eau courante sur chaque palier, la lessive se fait dans des lieux spécifiques afin d'éviter l'humidité dans les bâtiments d'habitation. Gaudin accorde une grande importance à la salubrité du palais social et met d'ailleurs en place des règles strictes de nettoyage des logements. Le balai doit être passé tous les jours, les espaces communs doivent être entretenus. Les logements imaginés par Gaudin sont équitables. Par équitable, nous entendons des logements dont la taille et le loyer varient en fonction de la grandeur et des moyens de la famille qu'ils accueillent. Nous voici ici dans un appartement du Familistère d'environ 45 mètres carrés qui était à destination d'un foyer comprenant entre 2 et 4 personnes maximum. La configuration du lieu est exceptionnelle pour l'époque puisqu'elle permet une séparation fonctionnelle de l'habitat.
En effet, l'entrée se fait sur la pièce à vivre qui comprend une cuisine, bien sûr équipée d'un appareil Godin, et une pièce de rangement dans laquelle est souvent installé un cabinet de toilette. Cette seconde pièce est composée d'une table pour manger, de rangement et d'un lit double pour le couple. Les habitats sont conformes aux règles hygiénistes de l'époque. De larges fenêtres permettent une bonne circulation de l'air et font entrer la lumière. C'est une véritable révolution pour les ouvriers qui vivaient jusque-là dans des logements insalubres. Outre l'habitat, la famille peut profiter de tous les avantages et services que propose le Familistère pendant leurs jours de repos hebdomadaires ou en fin de journée. Les biens de première nécessité sont disponibles aux économas qui tiennent le rôle de magasins dont les bénéfices sont répartis entre les ouvriers. Les ouvriers peuvent également assister à des spectacles donnés au théâtre. Le théâtre est un lieu emblématique car il est d'une part le symbole de l'émancipation de la classe ouvrière par la culture et d'autre part la tribune du Familistère, le lieu de réunion de l'Assemblée générale des associés de l'association coopérative du capital et du travail. Cette association, créée en 1880, a pour but d'organiser la solidarité entre ses membres par la participation au capital et au travail de l'entreprise. Tous appartiennent à des catégories sociales différentes et ont des droits et des devoirs plus ou moins étendus en fonction de leur statut. Par exemple, les plus haut placés sont appelés les associés et prennent les décisions les plus importantes. Pour devenir associé, il faut remplir des critères précis. Avoir plus de 25 ans, résider et travailler au Familistère depuis 5 ans, savoir lire et écrire, détenir au moins 500 francs du fonds social. Chacune et chacun au Familistère de Guise dispose ainsi d'une place et d'un rôle important, à l'inverse d'une société qui en délaisse de plus en plus. Bien que Godin soit au départ resté discret sur son œuvre en attendant des résultats concrets, certains ne voient pas le Familistère d'un bon œil et formulent des critiques parfois acerbes. Celle-ci l'accuse de paternalisme envers ses ouvriers. En somme, il les séduirait afin de les éloigner de leur émancipation sociale. Cependant, loin de là l'idée de Godin, qui est un homme profondément convaincu de la nécessité d'offrir à ses ouvriers des conditions de vie décentes. Il est d'ailleurs respecté de ses employés qui le surnomment « Monsieur » et qui édifieront à sa mort un mausolée en son honneur dans le jardin d'agrément. Zola aura beau considérer le Familistère comme une prison de verre, cet édifice a marqué à jamais l'histoire sociale par un modèle novateur et avant-gardiste.